Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mon micro était même mauvais, j'étais en train de critiquer les... Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Ils sont chauds les Israéliens. Hein? Oui, ils sont... J'étais en train de critiquer les Israéliens. Ils sont chauds, oui. Ils veulent en découdre, mais évidemment, une incursion dans Gaza, dans les conditions que l'on sait, n'est pas sans risque. Donc, tout chef d'état-major, lorsqu'il met en place une stratégie, surtout dans les conditions, des conditions matérielles de Gaza, c'est-à-dire une ville qui est détruite, en face de laquelle on a un ennemi qui n'est pas clairement déterminé. On sait que c'est le Hamas, mais le Hamas sur le terrain, on ne peut pas faire la distinction entre un civil et un membre du Hamas. Dans des ruines, donc avec des risques de guérilla, parce que dans ce genre d'endroit, une fois qu'ils ont terminé des bombardements comme ils le font actuellement, parce qu'ils ne font que bombarder pour l'instant, pour essayer de détruire ce qu'eux-mêmes ils estiment être des postes de défense avancés du Hamas. Après, il va falloir, comme ils disent qu'ils veulent éradiquer le Hamas, donc il faut aller chercher les combattants du Hamas. Intrusion imminente, ça veut dire que dans quelques secondes, oui, maintenant il faut aller, quelques heures, ils vont rentrer dans la bande de Gaza. Exactement, maintenant il faut aller bloc par bloc, bâtiment par bâtiment. Et ça, évidemment, ce n'est pas évident. C'est dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la bande de Gaza, c'est une toute petite. C'est tout petit. Hein, c'est 40 km de long sur 10 km de large. Donc, ça fait à peine 400 km². Donc, 400 km² à l'intérieur duquel vous avez plus de 2 millions d'habitants. 2 millions, Jean-Paul. Donc, c'est chaud. Ben oui, c'est la zone où la densité par habitant est la plus élevée au monde. Donc, aller dans cet endroit, d'autant plus qu'on a demandé aux populations qui étaient à la frontière nord avec Israël, donc ceux qui sont dans la bande de Gaza du côté nord, de descendre et d'aller se réfugier vers le sud, donc à la frontière avec l'Égypte, dans ce qu'on appelle l'unique point de passage qui est là, dans la zone de Rafah. Et donc, voilà, vous imaginez, on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont parties du nord et donc qui sont tous bloqués. Ça rend encore la situation particulièrement dramatique. Donc, j'ai l'impression que l'ONU est impuissante. Mais oui, l'ONU est impuissante parce que vous avez un conseil de sécurité qui est tout puissant et à l'intérieur duquel les membres n'arrivent pas à s'accorder pour avoir une position commune. Mercredi dernier, il y a eu une convocation du conseil de sécurité à la demande du Brésil qui assure la présidence tournante du mois d'octobre. Le Brésil avait fait une proposition, avait donc présenté une résolution dans laquelle il s'agissait de condamner les violences des deux côtés d'une part et de demander qu'il y ait un cessez-le-feu afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors, évidemment, les États-Unis ont mis leur droit de veto, donc ça n'a pas pu passer. La Russie et le Royaume-Uni se sont abstenus. La France avait voté pour. Malheureusement, le représentant aux Nations Unies des États-Unis, le représentant au Conseil de sécurité aux États-Unis a fait savoir que les États-Unis, les Américains privilégiaient, si vous voulez, la résolution par voie diplomatique. Et donc, ils estimaient, comme c'était mercredi à l'époque, Joe Biden était sur place. Donc, la représentante des États-Unis a espéré que le passage de Joe Biden allait résoudre les choses. Et là, évidemment, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus les erreurs des Américains en fait, qui ont péché. Depuis 2016, ils se sont désengagés du Moyen-Orient, estimant que ils n'avaient plus de raison d'être là. Hein. Pourquoi pas? Parce que ils étaient d'abord là, ils sont arrivés là au début des années 60 dans le cadre de l'accord de Quincy parce qu'ils voulaient avoir un accès privilégié au pétrole saoudien notamment. Et donc, à partir de 2014-2015, grâce au gaz et au pétrole de schiste, ils sont devenus indépendants énergétiquement. Donc, ils n'avaient plus besoin du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. Et donc, ils estimaient qu'ils n'avaient plus à avoir tout ce déploiement-là militaire et autres, même si les engagements qu'ils avaient vis-à-vis de l'Arabie saoudite concernant la protection qu'ils assuraient à la monarchie saoudienne faisaient qu'ils ne pouvaient pas démanteler l'ensemble de leur base. Donc, ils ont commencé à se retirer, et pour cela, sous Barack Obama, ça a commencé sous Barack Obama, ils avaient négocié et obtenu les accords sur le nucléaire iranien, c'est-à-dire permettre à l'Iran d'accéder à un nucléaire civil. Et en échange, on levait les sanctions diplomatiques, on ramenait l'Iran dans le concert des nations.
Et ça, ce n'était pas du goût à l'époque de l'Arabie Saoudite, qui est l'autre grand rival de l'Iran dans la région. Et surtout, ce n'était absolument pas du goût d'Israël, qui n'a jamais cru en la volonté de l'Iran de se limiter à un simple accès au nucléaire civil, mais plutôt voyait par le biais de cet accord-là une possibilité pour l'Iran de manière frauduleuse de pouvoir obtenir une arme nucléaire. Mais il faut aussi rappeler au passage que Israël, ça c'est un secret de Polichinelle, dispose de l'arme nucléaire. On estime environ qu'une vingtaine de têtes nucléaires sont entre les mains des Israéliens, offertes en cela par l'allié américain. Donc, maintenant, les Américains ont décidé de se retirer petit à petit. Et le premier signe véritablement que les Américains avaient levé le pied dans le Moyen-Orient, c'était en 2019. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, un complexe industriel pétrolier, avait été attaqué par les rebelles Houthis. Les rebelles Houthis, ce sont ceux qui sont soutenus par l'Iran au Yémen et contre lesquels l'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition, se bat également au Yémen. Et donc, le fait que les Américains n'étaient pas intervenus pour protéger leurs alliés saoudiens avait été, si tu veux, avait été perçu par les Saoudiens comme extrêmement, comme la preuve que les Américains n'étaient plus aussi fiables en tant qu'alliés qu'ils le pensaient. Et donc, à partir de là, Mohamed Ben Salman a aussi, il ne faut pas l'oublier, lorsque Joe Biden arrive en 2020, avec l'affaire Jamal Khashoggi, avait décidé de mettre l'Arabie Saoudite au banc des nations. Donc, tout ça avait envenimé les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et les Américains qui avaient déjà levé le pied dans la région, qui estimaient que, ils n'avaient donc plus besoin d'être là en réalité, que les Saoudiens, les Iraniens et les autres devaient se débrouiller tout seuls. Eh ben non, parce qu'ils ont un allié dans la région qui s'appelle Israël, et Israël ne vit pas, n'est pas dans un monde à part. Donc Israël est impacté par tous les éléments, par la géopolitique régionale. Et donc lorsqu'il y a eu les accords d'Abraham, au cours duquel on avait vu un rapprochement, notamment de Bahreïn, des Émirats arabes unis, rapprochement de pays arabes avec Israël, venant ainsi s'ajouter à la Jordanie, à l'Égypte, qui depuis de nombreuses années entretiennent des relations avec Israël. Et bien, surtout que cet accord d'Abraham avait été signé sans que la question palestinienne ait été abordée. Donc, ça faisait aussi que pour les Américains, notamment sous Donald Trump, il s'agissait de faire signer des accords tout en ne tenant pas compte de la question de l'occupation. Et donc, à partir de là, les Américains vont rester dans cette lignée-là sous Donald Trump, et Joe Biden ne va pas changer la chose. Joe Biden va, au contraire, sur cette question-là, dans le prolongement des accords d'Abraham, entamer des discussions avec l'Arabie Saoudite, et les discussions étaient déjà très avancées avant le 7 octobre. Restait la question des lieux saints de l'islam, notamment la question de Jérusalem. Il faut savoir que Israël avait obtenu même de la part de certains pays une reconnaissance d'Israël, de Jérusalem, comme étant la capitale unique et indivisible d'Israël. Donc, à partir de là, l'Arabie Saoudite, qui se positionnait maintenant en protecteur des lieux saints, en remplacement de la Jordanie, puisque la Jordanie, en quelque sorte, avait... La Jordanie, c'est différent de la Cisjordanie. Oui, la Cisjordanie, on dit Cisjordanie, c'est un territoire qui est collé à la Jordanie. Mais ce qui ne fait pas partie de la Jordanie, c'est à l'intérieur. Tout le territoire, là, on appelait ça la Palestine. Maintenant, on appelle la Cisjordanie, faisait partie de la Palestine avec la bande de Gaza, même tout le territoire. Maintenant, il y avait juste une partie entre Gaza et la Cisjordanie au milieu là, qui était libre, qui n'était pas vraiment occupée, mais qui appartenait à la Palestine. No Man's Land. Oui, plus ou moins No Man's Land. C'est là où les Israéliens vont venir s'installer, et c'est là où on va créer l'histoire. Les Israéliens unilatéralement vont déclarer leur indépendance en 1948 pour occuper ce territoire-là. Mais à partir de 1967, les choses vont changer parce que les Israéliens vont estimer que la portion de territoire qu'on leur avait donnée était trop petite. Et donc, pour des raisons d'abord historiques, ils estimaient que Jérusalem faisait partie d'Israël, et que aussi il fallait prendre une partie du Golan et une partie de la frontière avec le Liban au nord, une partie du Sinaï donc avec l'Égypte au sud. Donc c'est ce qui avait aussi énervé un peu les États arabes, qui déjà au départ étaient contre la création d'un État d'Israël dans cette zone-là. C'est ce qui explique toutes les successions de guerres qu'il y a eu, la guerre de Kippour, la guerre de 6 jours, etc. Et donc à partir de ça va vraiment être exacerbé à partir de 1967, lorsque Israël va décider d'occuper Jérusalem, qui est un lieu saint de l'islam, qui est le deuxième lieu saint après la Mecque. Mais donc là, en ce moment, la situation actuelle
le monde, on a l'impression que le monde est impuissant. Les gens, ils sont là, ils regardent. Oui, le monde est impuissant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus une superpuissance qui peut imposer son point de vue à l'ensemble de la planète. Les États-Unis de 1990 ne sont plus les États-Unis de 2023. Si ça s'était passé en 1990 ou en 95 ou en 96 ou en 2001, les États-Unis, comme Joe Biden l'a fait, il arrivait sur place. Il disait à l'Iran, tu te calmes. Il discutait avec la Jordanie, avec l'Égypte pour voir comment est-ce qu'il pouvait organiser l'accueil de réfugiés, comment mettre en place des corridors humanitaires. Et donc, tout ça devait être réglé. D'accord? Et il devait venir pour, une fois de plus, appuyer Israël dans sa volonté, dans ce qu'ils estiment être légitime, c'est-à-dire la défense de leur territoire. Donc, si on était il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu de problème des Américains, comme Joe Biden vient de le faire mercredi et jeudi, il était à Israël. Malheureusement pour lui, les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde parce qu'il n'y a plus une superpuissance. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres superpuissances. Il y a la Russie, il y a la Chine. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moment où Joe Biden était en Israël, qu'est-ce qui se passait? La Chine organisait un forum sur l'initiative Une ceinture, une route. Une réunion au cours de laquelle 140 pays étaient présents, y compris Vladimir Poutine. Y compris la Russie. Donc 140 pays ont fait le déplacement. C'est presque autant qu'une session des Nations Unies. Donc vous comprenez que c'est comme si l'Assemblée générale des Nations Unies était allée s'était déplacée pour aller à Pékin. Et donc et l'autre fait aussi marquant, c'est que Joe Biden arrive en Israël. Il y avait 2 rencontres qui étaient prévues. Une rencontre avec les autorités israéliennes, donc Benjamin Netanyahu, auquel Joe Biden venait réitérer son soutien américain à Israël dans le fait qu'Israël avait été attaqué, et donc aussi le fait qu'ils apportaient aussi des armes et des munitions pour permettre à Israël éventuellement de mener des opérations militaires sur la bande de Gaza comme le prévoit l'état-major israélien. Et d'un autre côté, il devait aussi avoir des discussions avec les pays arabes. Il devait avoir une rencontre tripartite à Amman, en Jordanie, donc entre le roi Abdallah, le président Al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et Joe Biden. Alors, après la frappe mercredi soir de l'hôpital Al-Hali Al-Habia à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 500 morts. D'un côté, on a le Hamas qui accuse les Israéliens d'avoir tiré sur l'hôpital. Et d'un autre côté, les Israéliens disent que c'est une roquette lancée par le djihad islamique qui aurait mal fonctionné. Donc, la partie explosive serait tombée dans l'hôpital et qui aurait causé tous ces morts-là. Donc, du coup, on a 2 versions contradictoires. Et Joe Biden, malheureusement, il a commis une erreur de mon point de vue. C'est qu'en arrivant en Israël, quand on lui a posé cette question, il a été très clair. Pour lui, c'est le djihad islamique qui est à l'origine de la mort de 500 personnes dans l'hôpital de Gaza. Et donc ça a quelque peu refroidi la volonté des pays arabes à vouloir discuter avec Joe Biden. Parce qu'ils estimaient que Joe Biden, qui était censé venir avoir une position de neutralité et de devoir être le médiateur dans cette crise-là, en prenant parti pour Israël, y compris sur la question de l'attaque de l'hôpital de Gaza, ils estimaient qu'il était sorti de sa neutralité et par conséquent, sine die, on a annulé cette rencontre, même si on a dit qu'en réalité, elle était reportée à une date ultérieure. En diplomatie, quand on reporte à une date ultérieure, c'est une manière pour lui de dire qu'en réalité, on a tout annulé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Joe Biden n'a plus véritablement la capacité de pouvoir, en tant que leader du monde libre, en tant que principal allié des pays arabes aussi, dans la région, y compris d'Israël, il n'a plus la capacité de pouvoir réunir les 2 parties pour discuter et parvenir à un accord de paix ou au moins parvenir à un cessez-le-feu. Donc il n'a plus cette capacité-là parce que il y a d'autres acteurs qui sont là, d'autant plus qu'il n'est plus seul dans la région. On le dit, la Chine avait réalisé un coup de maître en début de cette année en parvenant à faire signer un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ça, évidemment, ça change tout puisque derrière, il y a Alain Juillet, un ancien patron de la DGSE française, qui disait que dans cet accord, il était même prévu que si l'Iran obtenait la bombe atomique, elle devait la donner à l'Arabie Saoudite. Et puis derrière aussi, il y avait des accords économiques et des accords également religieux visant une espèce
de fin de cette guerre, théologique que l'Iran et l'Arabie Saoudite se livrent, puisque l'Iran se considère comme étant le berceau du chiisme et l'Arabie Saoudite du sunnisme. Et donc, ils auraient décidé d'une espèce de pacte de non-agression, y compris sur le domaine religieux, et une alliance en matière de renseignement, en matière aussi de transmission de technologie, notamment pour ce qui concerne le nucléaire. Donc là aussi, on voit que grâce à cette alliance-là, grâce à cet accord qui a été obtenu sous l'égide de la Chine se place maintenant en potentiel médiateur, d'autant plus que la Chine a des relations avec Israël, la Chine a des relations avec les pays arabes, la même chose pour la Russie, qui a des relations avec Israël et les pays arabes. Il ne faut pas oublier que Israël n'a jamais condamné l'invasion de la Russie en Ukraine. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus le principal acteur dans la région, et donc on voit que le fait qu'on ait d'autres acteurs fait que la parole américaine ne pèse plus. Et là, on l'a vu aujourd'hui, Joe Biden n'a pu obtenir qu'une pause humanitaire pour permettre à ce qu'un corridor humanitaire puisse entrer dans la bande de Gaza. En venant d'Égypte, ce qui est extrêmement peu. Et il n'a pas pu convaincre les Israéliens de renoncer notamment à leur volonté d'offensive terrestre sur la bande de Gaza. Donc, on est là dans une situation où véritablement, on le voit, les Américains ont perdu de leur influence dans la région, même s'ils restent encore un acteur incontournable dans la crise israélo-palestinienne. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5. L'affaire d'Israël, la Palestine, c'est vraiment chaud en ce moment. Ouais. C'est vraiment chaud. Le DAF Morning. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.